Le coût social du carbone, bon, ça sonne un peu technique, mais derrière ce terme se cache une question absolument fondamentale. Quel est le vrai prix de nos émissions de CO2? L'idée, c'est de calculer les dommages futurs de chaque tonne de carbone qu'on rejette aujourd'hui. Dans cette analyse, on va plonger dans ce que les modèles économiques nous révèlent, et vous allez voir, les conclusions sont parfois assez surprenantes. Allez, on commence tout de suite. Et on commence avec une idée qui va un peu à contre-courant de ce qu'on entend d'habitude. La littérature économique, en fait, suggère quelque chose d'assez contre-intuitif sur les tout premiers effets du réchauffement. Et voilà la question qui fâche. Un léger réchauffement, est-ce que ça pourrait être, économiquement parlant, une bonne chose? C'est une possibilité que les premières études d'impact ont explorée, et la réponse est bien plus nuancée qu'un simple oui ou non. Eh bien oui, figurez-vous que certains modèles indiquent qu'un réchauffement modéré peut avoir des effets positifs à court terme. On pense par exemple à la baisse des factures de chauffage dans les régions froides, ou encore à l'effet de fertilisation par le CO2, qui peut, dans une certaine mesure, booster la croissance de certaines cultures. Mais, et c'est là le point crucial, les économistes appellent ça des bénéfices acquis. C'est-à-dire qu'avec le niveau de réchauffement déjà engagé, on va les obtenir quoi qu'il arrive. Ils ne peuvent donc absolument pas servir de prétexte pour ne rien faire, parce que la trajectoire à long terme, elle, est très claire. C'est celle de dommages qui ne font qu'augmenter. Bon, ça, c'était le point de départ. Maintenant, passons à une vue d'ensemble. On va voir comment les chiffres globaux, les moyennes, peuvent être incroyablement trompeurs et masquer des réalités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Prenez ce chiffre. Pour un réchauffement de 2,5 degrés, l'impact moyen sur le bien-être mondial équivaut à une perte de revenus de 1,3%. Bon, pris comme ça isolément, ça peut sembler assez faible, non? Et cette citation, elle met bien les choses en perspective. À l'échelle mondiale, l'effet global peut sembler gérable. C'est comparable à ce qu'on perd ou gagne en une seule année de croissance économique, mais étalé sur un siècle entier. Sauf que cette moyenne, c'est une illusion. C'est un leurre. Elle cache une répartition des dégâts qui est, elle, profondément inégale. La vraie question, la seule qui compte, c'est qui paie réellement la facture du changement climatique. Et ce tableau illustre parfaitement la fracture. Les impacts ne sont absolument pas les mêmes pour tout le monde. D'un côté, les pays riches, dont les économies reposent sur les services et l'industrie, sont beaucoup moins exposés. De l'autre, les pays en développement, qui dépendent massivement de l'agriculture et des ressources naturelles, eux subissent les conséquences de plein fouet. Alors, on va creuser un peu. Pourquoi? Quelles sont les raisons fondamentales qui expliquent pourquoi les nations les plus pauvres sont tellement plus vulnérables face au climat? En fait, cette vulnérabilité repose sur 3 piliers. D'abord, l'exposition. Une économie qui dépend de l'agriculture est par définition plus fragile. Ensuite, la géographie. Beaucoup de ces pays sont déjà dans des zones très chaudes où les écosystèmes sont au bord de la rupture. Et enfin, le point le plus critique, une capacité d'adaptation très limitée par manque de technologie, de capitaux et d'institutions solides. Cette capacité d'adaptation, ça peut sembler un peu abstrait. Alors pour bien comprendre ce que ça veut dire, on va prendre un exemple très parlant. Regardez cette comparaison entre les Pays-Bas au 19e siècle et le Bangladesh aujourd'hui. La grande différence, ce n'est pas juste la richesse, c'est la gouvernance. Aux Pays-Bas, un gouvernement fort et centralisé a fait de la construction de digues une priorité nationale pour protéger tout le monde. Au Bangladesh, les plus pauvres, qui vivent dans les zones les plus à risque, sont souvent laissés pour compte, sans protection efficace. Et cette vulnérabilité, on la retrouve dans des domaines absolument vitaux. L'agriculture, par exemple. En Afrique, l'écart de rendement entre une ferme de subsistance et une ferme modèle est déjà de 90%. Le climat ne fait que creuser ce fossé. Pareil pour la santé. Le paludisme, qui a été éradiqué dans les pays riches, pourrait faire un retour en force là où les systèmes de santé sont les plus faibles. Tout ça, tous ces dommages, nous amènent à l'outil central que les décideurs et les économistes utilisent pour essayer de mettre un chiffre sur ces impacts. Le fameux coût social du carbone, le CSC. Alors, le CSC, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'étiquette de prix qu'on colle sur les dégâts futurs d'une tonne de CO2 émise aujourd'hui. L'idée, c'est qu'une taxe carbone devrait être fixée à ce niveau pour que le prix qu'on paye reflète le coût réel pour la société. Le problème, c'est que ce calcul est incroyablement controversé. Et tout le débat, en fait, tourne autour d'une seule variable, qui est presque une question philosophique. Quelle valeur est-ce qu'on accorde au futur? C'est ce que les économistes appellent le taux d'actualisation. Et ce graphique, il est juste saisissant. Il montre que tout, absolument tout, dépend de cette variable. Un tout petit changement dans cette hypothèse de départ, qui est une hypothèse éthique, change radicalement le prix. Avec un taux d'actualisation de 3%, le coût est de 44 $. Mais si on considère que le bien-être des générations futures compte autant que le nôtre, donc un taux proche de zéro, alors le coût explose à presque 700 $ la tonne. C'est un choix de société, pas juste un calcul technique. Allez, on arrive à notre dernière partie. On a vu la théorie, les modèles. Voyons maintenant comment tout ça se compare aux politiques qui sont réellement mises en place. Et là, on voit bien le décalage entre la théorie et la pratique.
En 2016, le prix du carbone sur le marché européen était de 28 $ la tonne. C'est bien en dessous des 44 $ de l'estimation la plus conservatrice, la plus basse, du coût social du carbone. La réalité politique était donc très loin de refléter ne serait-ce que l'estimation minimale des dommages réels. Ce que ça nous dit, c'est que même les politiques climatiques actuelles peuvent être justifiées par une simple analyse coût-bénéfice. Et ça suggère même qu'elles devraient probablement être renforcées pour vraiment prendre en compte l'ampleur des dommages futurs. Cette analyse, elle soulève une question vraiment profonde sur la cohérence de nos politiques. Si notre plus grande inquiétude, c'est l'impact terrible du climat sur les pays pauvres, pourquoi est-ce que cette inquiétude ne se traduit pas avec la même force dans nos politiques commerciales ou dans nos politiques d'aide au développement ? Et on termine donc avec cette pensée un peu provocatrice. Pour vraiment s'attaquer à la vulnérabilité climatique, il faut peut-être regarder au-delà des seules émissions de carbone. La lutte contre la pauvreté, la promotion de la bonne gouvernance, ce sont peut-être, au final, les formes les plus puissantes d'adaptation au climat. La question, en tout cas, reste ouverte.